Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Oui, vous m'avez entendu effectivement. J'expliquais à Marie qui est mon invitée. C'est ma première invitée d'ailleurs sur Twitch. C'est stylé ou pas? Quel honneur. Quel honneur, pardon. C'est un honneur. Alors, je suis très contente. Comme vous voyez, comme d'habitude, je suis vraiment au top de la technologie, c'est-à-dire que j'ai pas de micro et donc on a un micro casque qu'on va se partager. Voilà, donc ça va être vraiment très très agréable à regarder. Donc pour la petite histoire, je vous donne tous et tout le contexte. On est sur le jour 2 de Gaming for Seed Action. Donc, on est toujours là pour faire des dons. On est à 1260 €, les gars. Donc, ça, c'est beaucoup trop stylé. Donc, aujourd'hui, évidemment, on va essayer de faire plus, n'est-ce pas? Et donc, comme je vous disais, nous sommes avec Marie du planning familial qui va répondre à vos questions. Donc, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Pardon, on prend en photo en même temps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais au planning familial et qu'est-ce qui fait du coup que tu es légitime finalement à venir répondre aux questions de nos auditeurs, n'est-ce pas? D'ailleurs, en attendant, pendant que Marie se présente, n'hésitez pas à poser vos questions à Marie, comme ça on gagnera de l'avance et ce sera pas long. On t'écoute. Alors, donc moi, je suis Marie, je suis militante au planning familial et plus précisément au sein du groupe jeunes, les jeunes militants militantes, les JM. Et donc, si je peux venir répondre à quelques questions, j'espère le maximum de questions aujourd'hui, c'est que au sein des JM, on fait beaucoup de stands de prévention en milieu festif. Et avant ça, j'étais aussi en service civique au sein du planning familial des Deux-Sèvres, parce que le planning familial, c'est plein d'associations départementales en fait partout en France. Et dans ce cadre-là, j'ai fait des interventions en milieu scolaire sur la santé sexuelle, les relations amoureuses, affectives, etc. Et du coup, j'ai quelques petites connaissances. J'espère que je vais pouvoir vous transmettre. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Évidemment, comme je vous connais et que je sais que parfois on est un peu de temps, n'est-ce pas? J'ai pris un peu d'avance et j'ai posé la question sur Instagram. Donc, si vous n'avez pas de questions là tout de suite dans l'immédiat, oui, très Lucille d'Ermenonville, oui. J'avais pas capté. C'est un personnage de série dans laquelle j'ai joué, où je jouais une journaliste, figure-toi. Et donc forcément, on me ramène à ça. J'ai posé dans la boîte à questions, oui, parce que donc si vous voulez me poser les questions et que ce soit anonyme, parce que je peux comprendre que dans le chat ça vous gêne, vous me posez la question sur Instagram et la boîte à questions est évidemment anonyme. Donc je vais te poser ta première question, Marie, parce que je vous préviens, elle est avec nous que pour 1 heure, hein, parce qu'il y a un moment, faut pas déconner. Elle n'a pas que ça à foutre de rester avec nous. Voilà, elle est déjà bien sympa de nous offrir 1 heure de son temps. Donc, alors ça, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. On me demande, en 2024, le VIH est-il encore incurable? Sachant qu'on est en 2023, mais admettons. Alors, oui, je peux répondre. Alors, malheureusement, pour l'instant, oui, c'est pas encore possible de guérir totalement du VIH. Par contre, c'est très important de rappeler qu'il existe des médicaments qui permettent de vivre avec le VIH, c'est-à-dire que en prenant ces médicaments, en suivant le traitement prescrit, la charge virale devient indétectable dans l'organisme et ça veut dire que le VIH devient intransmissible. Donc voilà, retenez bien cette formule indétectable égale intransmissible. Donc ça permet vraiment de vivre normalement, de ne plus pouvoir transmettre le virus, de vivre en bonne santé. Et voilà. Par contre, effectivement, on ne peut pas guérir du VIH pour le moment, mais la recherche est prometteuse, je l'espère. Désolée, il faut qu'on se passe le micro, c'est un peu long et chiant. Mais du coup, si tu dis que ça permet au virus d'être intransmissible, ça veut dire que on peut s'envoyer en l'air sans capote, avec quelqu'un qui a le VIH mais qui prend ce traitement-là. Et d'ailleurs, comment s'appelle c'est le fameux PrEP ou quelque chose comme ça, ou rien à voir? Ça a un lien, mais c'est pas la PrEP. La PrEP, c'est un médicament qu'on peut prendre en prévention. Lorsqu'on sait, par exemple, qu'on est dans des situations où on peut avoir des relations sexuelles à risque, on peut prendre la PrEP et ça permet de réduire les chances d'avoir le VIH, d'avoir le VIH, d'avoir le VIH. Et par contre, le médicament, je me souviens plus des noms précis, mais c'est en gros on appelle ça la trithérapie. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises. Peut-être que ça a évolué depuis, parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps de nouvelles choses qui sont de nouveaux traitements qui sont expérimentés, développés, etc. Et donc voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails là-dessus. Mais c'était quoi le reste de la question? Ah oui, si on peut transmettre. Non, alors du coup, on peut s'envoyer en l'air avec quelqu'un sans préservatif si on est sous traitement, mais c'est quand même pas. On conseille toujours de bien mettre des préservatifs, c'est quand même plus prudent. Un risque infime?
là, je peux pas répondre à 100%. Je crois qu'il y a vraiment pas de risque, mais c'est plus une question de est-ce qu'on fait vraiment confiance ça dépend si on connaît le partenaire bien ou pas, parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire qu'elles prennent le traitement alors qu'en fait elles le prennent pas bien, enfin je sais, ou alors elles l'ont pas pris depuis assez longtemps pour que la charge soit totalement indétectable. Enfin, c'est une question de confiance, et c'est vrai qu'en termes de prudence, on recommande quand même de bien porter un préservatif, mais quand on dit intransmissible, c'est vraiment s'il y a un risque, il est vraiment infinitésimal. Mais je ne suis pas sûre s'il y a un risque ou pas. Enfin, je ne peux pas vous répondre à 100%. Ça marche. Ok. Merci pour cette réponse. On me demande, ça fait effet au bout de combien de temps? Donc j'imagine la fameuse trithérapie. Ça, je peux pas vous le dire. Je suis désolée. J'ai pas de connaissances médicales suffisamment poussées pour le savoir. Je suis désolée. Mais pas de problème. Elle n'est pas médecin, hein. Elle intervient dans les plannings familiaux, mais voilà, il n'y a aucun problème. Déjà, on a des réponses, c'est très très bien. On me demande quelles sont les méthodes de contraception les plus efficaces et comment choisir celle qui convient le mieux. De contraception, donc. Alors, donc déjà, effectivement, petit rappel important où des fois les personnes ne savent pas forcément, c'est que les moyens de contraception ne permettent pas d'empêcher de transmettre les IST. Ça, Voilà. c'est, y a, Et les MST aussi. MST, IST, c'est un peu la même chose. IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible, et MST, ça veut dire maladie sexuellement transmissible. On dit plutôt IST maintenant, parce que des fois, on peut avoir une IST mais ne pas être malade quand il n'y a pas de symptômes. D'accord. Donc c'est important de bien dire IST. Et donc voilà, juste pour rappeler qu'il n'y a pas de lien entre contraception et IST. Le seul moyen de contraception qui permet aussi d'empêcher la transmission des IST, c'est le préservatif. Voilà, il faut bien retenir ça. Donc pour la contraception... Ah pardon, attends, oui. Excuse-moi, j'ai une question. Donc c'est le préservatif, qu'il soit féminin ou masculin, c'est pareil? Ouais, c'est ça. Qu'il soit, nous on dit plutôt interne et externe, dans le sens où le préservatif féminin, il peut aussi être utilisé dans le cadre de relations entre hommes, par exemple. Donc quand on le met dans l'anus, par exemple. Donc okay, il est possible de l'utiliser comme ça. Donc c'est pour ça qu'on c'est pas nécessairement féminin. Okay. Après, donc sur la contraception, pour répondre à la question, il y a plein de moyens de contraception qui ont des taux d'efficacité très élevés. Mais par contre, il y a une différence entre le taux d'efficacité théorique, on va dire, et le taux d'efficacité pratique, dans le sens où selon les personnes, un moyen de contraception ne va pas forcément être le meilleur, c'est-à-dire que la contraception en pilule, on sait qu'elle est très efficace, mais si vous êtes une personne qui oublie tout le temps de prendre sa pilule à l'heure, qui oublie sa plaquette de pilule et qui ne la prend pas pendant 3 jours, ça peut ne pas correspondre à votre style de vie, à votre personnalité, à votre corps. Et dans ce cas-là, l'efficacité, en pratique, elle est un peu plus faible sur la pilule que pour un autre moyen de contraception, par exemple. Donc c'est très important, nous au planning, ce qu'on dit c'est le meilleur moyen de contraception, c'est celui qu'on choisit. Donc il faut pouvoir poser toutes vos questions à des médecins, à des personnes qui connaissent le sujet correctement et qui peuvent vous orienter, vous donner toutes les options possibles, et après en fonction de ça, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Ce qui est disponible, ce qui est disponible aussi. Familial, de façon anonyme et gratuite. Oui, tout à fait. En termes de consultation, si vous voulez discuter avec des personnes professionnelles qui peuvent vous orienter et vous donner les informations au planning familial, vous pouvez être accueilli gratuitement et anonymement. Donc voilà, n'hésitez pas à toquer à votre planning familial de votre département. Et après, en termes de moyens de contraception, il y en a certains qui sont gratuits pour les moins de 26 ans, d'autres pas encore. On pousse au planning familial pour que tous les moyens de contraception soient pris en charge par la sécurité sociale. Voilà, quel que soit l'âge, quel que soit le moyen de contraception, mais on n'y est pas encore tout à fait. Ça marche. J'ai une question super intéressante qui arrive et on me demande pourquoi les homosexuels et hétéros n'ont pas les mêmes tests IST-VIH? Parce que j'ai effectivement reçu des témoignages lunaires parce que les gens étaient homosexuels, ils avaient vraiment une batterie de tests, alors que en tant qu'hétéro, on se disait oh bah non, ça va. Alors, ça, il y a plein d'explications à ça. L'une d'elles, bien sûr, c'est l'homophobie, la sérophobie, qui fait que... donc la sérophobie, c'est les discriminations pour les personnes qui sont atteintes du VIH. Ouais, c'est les personnes séropositives. Donc ça fait que, voilà, on va tout de suite imaginer que, étant donné que qu'il s'agit de personnes homosexuelles, elles vont avoir plus de relations à risque, et donc on a besoin de plus les tester pour toutes les IST. Mais après, en même temps, et c'est là que c'est un peu subtil, c'est que actuellement je sais pas, mais en tout cas il y avait une époque, notamment au début du VIH, où effectivement la prévalence du VIH
dans la communauté homosexuelle était un peu plus élevé que dans d'autres groupes sociaux, on va dire, parce que c'était moins... Enfin, je pourrais pas donner d'explications trop poussées là-dessus, mais voilà, on savait que le virus se répandait plus, notamment je pense aussi parce que les pratiques sexuelles peut-être pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes étaient plus propices à transmettre le VIH. Parce que l'anal est plus propice Les pénétrations pénis-anus sont effectivement une des pratiques sexuelles qui a le plus de risques de transmettre des IST, mais que ce soit entre une femme et un homme ou un homme et un homme, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Et donc de fait, oui, il y avait un petit peu plus pareil dans les communautés parmi les groupes sociaux de personnes qui se droguaient, par exemple, étant donné que le VIH peut aussi se transmettre par les seringues. Il y avait aussi beaucoup plus de VIH dans ces groupes-là. Aujourd'hui, on voit que le visage de l'épidémie change un petit peu, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes du VIH. Ça, c'est peut-être plus qu'avant. Ouais. Donc ça, c'est peut-être moins connu. Et ça s'expliquerait par quoi? Ça, je pense aussi que ça s'explique par le manque d'informations peut-être sur le fait que, voilà, on reste beaucoup sur l'idée que le VIH c'est une maladie qui touche que les personnes gays. Alors que non, pas du tout, ça touche vraiment tout le monde. Pour le coup, les IST, elles sont pas discriminantes, hein, elles touchent toutes les personnes, peu importe l'orientation sexuelle, le genre, l'âge, etc. Donc voilà, je pense. Après, en termes de quand vous faites un dépistage, en général, les personnes qui s'occupent de vous, elles vous posent des questions sur vos pratiques sexuelles pour savoir quelles maladies, quelles IST elles vont dépister, elles vont essayer de cibler, parce que toutes les IST ne se transmettent pas exactement de la même manière. Il n'y a pas forcément le même. Pas toujours avec un échange de fluide? Si, c'est souvent comme ça, enfin toujours comme ça même, mais certaines pratiques sexuelles conduisent à ce qu'il y ait moins de chances d'avoir une IST que d'autres. D'accord. Et donc voilà. Ce qui fait que peut-être que si vous avez énoncé dans le cadre d'une consultation un certain nombre de pratiques sexuelles que vous avez eues, ils vont cibler un plus grand nombre d'IST que si vous avez dit ah bah ouais j'ai eu seulement cette pratique sexuelle là ou j'ai eu seulement ce partenaire là, etc. Donc finalement c'est ça qui justifierait. Merci. Donc finalement c'est ça qui justifierait le fait que quand on est homosexuel on va du coup avoir une batterie de tests plus poussée. C'est parce que potentiellement en tant qu'homme notamment homosexuel on a plus de chances d'avoir pratiqué la sodomie et donc d'avoir besoin de faire une batterie de tests plus élevée. Si automatiquement les personnes vous disent ok vous venez juste de me dire que vous êtes homosexuel, on va vous faire tous les tests, c'est un peu exagéré et il y a sans doute une forme de préjugé homophobe derrière. Excuse-moi, pardon. C'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on part du principe que c'est homophobe de se dire que deux hommes potentiellement ils vont pratiquer la sodomie? Non, c'est plus le fait que c'est pas forcément homophobe dans le sens insulte homophobe ou quoi, mais c'est plus le côté on plaque des stéréotypes immédiatement sur ces personnes-là, voilà, homosexuelles. Parce que les pratiques sexuelles sont décorrélées des orientations sexuelles. On peut très bien être hétérosexuel et pratiquer la sodomie, et vice versa. On peut être homosexuel et ne pas pratiquer la sodomie ou pas souvent, ou voilà. Il y a différents degrés et différentes pratiques même au sein d'une même orientation sexuelle. Au sein du coup, partir du principe que deux hommes homosexuels vont partir de ce principe-là, qui vont pratiquer la sodomie, c'est considéré comme homophobe. Ça veut dire qu'on plaque des stéréotypes sur une orientation sexuelle. Et ça s'apparente à de l'homophobie. Et ça s'apparente à de l'homophobie. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. On me demande quelque chose de très intéressant. Quels sont les aspects importants à prendre en compte lorsqu'on envisage de commencer une vie sexuelle active pour la première fois? Alors, j'imagine que ce soit pour la première ou la millième fois, il me semble que c'est toujours un peu la même chose, mais je te laisse répondre. Du coup, ce qui est très important, c'est d'avoir toutes les informations sur ce qui va concerner les grossesses qui peuvent arriver lors d'une vie sexuelle, quand on est une personne qui peut être enceinte. Il va falloir être au courant aussi des différentes IST qui sont possibles. Donc voilà, ça c'est plus le côté, voilà, est-ce que au niveau de ma santé physique, je connais ce qui peut se passer lorsque j'ai une vie sexuelle active. Ouais. Après, quand on veut commencer une vie sexuelle active, il y a aussi tout le côté de émotionnellement, psychiquement, etc. Est-ce que je me sens prête ou prête à le faire?
Excuse-moi. Et du coup, justement, parce que tu parlais de savoir quelle maladie on peut attraper, mais comment est-ce qu'on sait, si jamais on n'a jamais eu de vie sexuelle, si nous-mêmes on est porteur de quelque chose ou pas? Alors ça, par exemple pour le VIH, c'est possible que si la mère avait le VIH, c'est possible qu'il ait transmis à l'enfant. Ok. Mais ça, c'est quand même très très rare dans le sens où, en tout cas aujourd'hui en France, quand c'est le cas, les personnes peuvent prendre des traitements qui font que l'enfant après n'a pas le VIH. Mais voilà, après sinon il y a un certain nombre d'IST qui peuvent se transmettre par le sang. Donc De la mère à l'enfant? ouais, de la mère à l'enfant, mais aussi par le sang, c'est-à-dire si on utilise des seringues non stérilisées, notamment dans le cadre de consommation de drogue. Et est-ce qu'on sait si est-ce qu'on sait si on est à risque de base ou est-ce que vraiment, même si on n'a jamais fait l'amour avec personne et que personne nous a jamais dit que potentiellement on était en risque, il faut forcément faire un test avant de pouvoir enlever le préservatif? Non, si c'est la première fois, c'est quand même pas nécessaire. Enfin, le risque est quasiment proche de zéro hein, d'avoir une IST si vous avez jamais eu de relation sexuelle avant et que vous êtes sûr que vous n'avez pas Les parents sont pas voilà à risque. qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de voilà de VIH chez la mère ou que voilà vous n'avez pas consommé de drogue ou de choses comme ça. C'est quasiment impossible d'avoir une IST. D'accord. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de faire un dépistage si c'est votre première fois. Par contre, effectivement, à partir du moment où vous avez eu des relations sexuelles, en tout cas, on conseille de porter une protection, donc préservatif. Mais et de faire des dépistages régulièrement. Ok. Et voilà, en fonction de votre vie sexuelle, vos pratiques sexuelles, etc. Il faut faire plus ou moins de dépistage, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez souvent des relations sexuelles à risque, non protégées, que vous changez beaucoup de partenaires, etc., ça peut être préférable de faire des dépistages plus souvent. Mais, ouais, mais même si vous êtes dans une relation stable, avec une seule personne, et que vous vous protégez souvent, enfin tout le temps, il y a des petits accidents à côté, sur le poste d'à côté. C'est quand même bien de faire des dépistages assez régulièrement. Ok. Et donc, pour commencer en termes de commencer une vie sexuelle, c'est bien aussi d'être au courant de tout ce qui va concerner le consentement sur la question des violences sexistes et sexuelles. Parce que Oui, très important. voilà, quand on est quand on n'a pas d'expérience au niveau de la sexualité, ça peut être difficile de connaître nos propres limites. Donc c'est bien de pouvoir communiquer avec son ou sa partenaire pour pouvoir lui dire, bah voilà, moi je veux bien essayer ça, mais peut-être que quand vous allez être en train de l'essayer, ça vous plaît pas et vous demandez à ce que ça s'arrête. Et bah voilà, c'est le consentement, c'est pas juste vous dites oui et ensuite le rapport sexuel se produit. C'est vous dites oui, ça commence et ensuite tout au long du rapport sexuel, vous pouvez encore dire non, vous pouvez changer d'avis. Chaque seconde. Voilà, c'est une question de chaque seconde, chaque moment de faire bien attention à comment vous vous sentez, comment l'autre se sent, communiquer, la communication orale, pas juste par des vagues signes ou des hochements de tête ou quoi, c'est important de vraiment parler pour s'assurer que tout va bien, que tout le monde prend du plaisir. Est-ce que c'est vrai que c'est pas sexy de demander le consentement? Bah ça, les gens disent ça, mais ça peut tout à fait l'être, il suffit de trouver des formulations, des manières de le faire qui peuvent être sexy. Dans tous les cas, je peux vous dire que ce qui n'est pas sexy, c'est les agressions sexuelles. Donc voilà, il vaut mieux faire à la limite communiquer d'une manière qui n'est pas forcément la plus sexy du monde, mais quand même communiquer. Et puis avec le temps aussi, vous allez voir que vous trouvez des astuces et des manières pour faire en sorte que ce soit le plus sexy possible. Avec l'expérience, n'est-ce pas? Ok, j'ai une autre question. Merci pour toutes tes réponses, hein. Je te dis pas merci à chaque fois parce que c'est redondant, mais merci infiniment pour toute cette science, c'est passionnant. On me dit, attends, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai déjà eu une IST sans avoir pourtant de rapport non protégé. C'était lié à une contamination d'un lieu public. C'est possible ça? Alors ça, dans un lieu public, je sais que j'ai entendu justement hier quelqu'un en planning familial dire qu'elle avait une amie qui avait eu le HPV, donc le papillomavirus, par contamination dans un lieu public via les toilettes. Mais moi, franchement, j'étais très étonnée parce que justement, on nous répète sans arrêt de bien dire que non, on ne peut pas avoir d'IST en s'asseyant sur des toilettes publiques. Donc j'étais un peu étonnée. Après, il y a des IST qui sont plus
je ne sais pas si c'est des virus ou des bactéries exactement, mais par exemple via des serviettes humides. Le virus peut survivre sur des serviettes. Donc si vous partagez des serviettes avec quelqu'un, ça peut... ouais, mais c'est que certaines IST. Est-ce que tu peux nous en citer une? J'ai mes... Attention, c'est l'interrogation, vas-y. Tu sais, moi je pousse dans mes questions, vas-y, balance, qu'est-ce qu'on peut choper avec une serviette mouillée? Veux-tu que je t'épingle les questions? Non, t'embête pas mon Flo, t'inquiète, t'inquiète. En plus, ça se voit pas à l'image, donc non, il faut juste suivre. Mais merci beaucoup de me proposer. Oui, une IST peut aussi être transmise autrement, comme le sida par une seringue. Oui, mais alors là, la question c'était parce que du coup, il y avait une Gertrude qui nous disait que elle avait été contaminée dans un lieu public. Alors, ça c'est une IST que personne ne connaît, j'ai l'impression, c'est la trichomonase. Effectivement, j'avais C'est entendu un parler. parasite. Et donc le parasite peut survivre quelques heures sur des objets humides, brosse à dents, serviettes, sauna, dans les saunas, etc. Donc c'est peut-être une des rares IST qu'on peut avoir via un lieu public. Ok. Après, sur les autres IST, c'est vraiment par contact sexuel. Hein. C'est une maladie grave? Alors c'est une maladie, elle est généralement asymptomatique. Je vous montre juste... en Et gros, c'est inversé. Alors, il faudra oui. faire une capture d'écran et l'inverser sur votre téléphone. Mais ça, de toute façon, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux du planning familial. L'Instagram du planning familial, c'est une campagne qu'ont fait les jeunes militants sur les IST pour donner un maximum d'informations, donc avec un sticker par IST. Tu peux donner le compte Instagram du planning familial, s'il te plaît? Je crois que c'est le planning familial, tout attaché, ou planning familial, je sais plus. Pardon, je te coupe. Continue, on cherchera après. Et donc, la trichomonase, c'est une IST qui est généralement asymptomatique. Quand il y a des symptômes, ça peut être des écoulements génitaux inhabituels, des brûlures en urinant et des démangeaisons. Comme une cystite? C'est un peu les mêmes symptômes, les mêmes types de symptômes. Et en termes d'évolution, si on ne traite pas cette IST, elle peut être traitée, il y a des médicaments, donc on peut prendre des antibiotiques. Si on ne la traite pas, ça peut conduire à des infections aux parties génitales, une baisse de la fertilité et des grossesses extra-utérines. Voilà, ça peut avoir des conséquences sérieuses, mais c'est une maladie qui est très facilement soignable par des antibiotiques. Voilà. Mais c'est ouf parce que si tu dis que cette maladie, elle est quasi asymptomatique, comment on sait? Parce que tu vois, typiquement, les symptômes que tu me dis, ou en gros, infection, c'est ça, des parties. Enfin, moi, spontanément, si j'avais un truc comme ça, je me dirais, ah bah tiens, j'ai une mycose. Donc, comment on peut savoir que ça peut être quelque chose de plus grave? Déjà, si tu as des symptômes qui te font penser à une mycose, par exemple, tu vas aller plutôt chez le médecin. Pour t'assurer que voilà, tu pourrais essayer de soigner, etc. Et le médecin, normalement, il est censé pouvoir penser à ça. Il est censé, quand tu lui dis tes symptômes, il peut penser à cette IST-là. Et dans ce cas-là, s'il pense que ça peut être une IST, il te fait faire un dépistage et comme ça, après, tu es assuré que c'est bien cette IST. Ah, ok, oui, parce qu'en fait, pardon. Du coup, quand tu fais un dépistage, on te dépiste pour toutes les IST que tu as là dans tes petites fiches? Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de... Normalement, les personnes sont censées poser des questions sur les pratiques sexuelles que tu as eues, les moments où tu peux avoir eu des IST. Et en fonction de ce que tu vas répondre, ils vont pouvoir cibler plus ou moins les IST. Mais si jamais tu peux aussi demander à avoir un dépistage complet. D'accord. De toutes les IST qui peuvent être dépistées. Et ça, tu peux demander à n'importe quel moment de dire bah coucou, voilà, je pense que là, ça fait un petit moment et j'ai envie de me faire dépister. Comment on fait pour faire ça? On peut se rendre dans un CEGID. C'est les lettres, je me souviens plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est un centre de dépistage anonyme et gratuit. Ok, super. Souvent sans rendez-vous, mais à Paris, par exemple, on m'a dit que c'était mieux de prendre rendez-vous parce que comme il y a beaucoup de monde, c'est mieux de réserver un créneau. Mais sinon, tu peux te rendre dans un CEGID. Comment ça s'écrit, CEGID? Ça s'écrit CE2G. Non, CEGI2D. Ok, c'est bon, CEGI2D. Vous avez noté? Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? Je crois. Il y en a dans toutes les grandes villes du coup des CEGID. Ok. Et sinon, après, tu peux prendre aussi au planning familial. Il y a des plannings familiaux qui sont des centres de santé sexuelle, donc avec des médecins, etc., qui peuvent aussi répondre aux questions. Et sinon, en laboratoire, c'est possible de faire des dépistages également. Mais avec une ordonnance. Avec une ordonnance. Voilà. Sans ordonnance, ça serait payant. Et même avec une ordonnance, je crois qu'il faut peut-être avancer les frais. Je ne suis pas sûre. Mais, alors que dans le CEGID, est-ce que c'est anonyme dans le CEGID ou pas? Oui, ça peut être anonyme. Ouais. C'est anonyme, oui. C'est des centres de dépistage gratuits et anonymes. Ok, super. Génial. La réponse à la question est finie?
Je sais plus quelle était la question. Je suis désolée parce qu'en plus je te pose des questions dans tous les sens. Alors si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Tu peux rapprocher. Ah oui, pardon, il faut qu'on parle collé au micro parce que sinon ils nous entendent pas assez. Oui, désolée. Et moi j'ai tendance à répondre d'ailleurs de loin. C'est ok, vous m'entendez quand je pose des questions ou pas? Ou il faut vraiment à chaque fois que je prenne le micro. Qu'est-ce qui est plus à risque? Ah bah tiens. Ah, qu'est-ce qui est plus à risque entre la fellation et le cuni? Alors fellation c'est sucer une bite et le cuni c'est lécher une chatte. Voilà, comme ça vous savez. Alors, du coup, pour le coup, c'est donc des pratiques de sexe oral qui sont un peu moins risquées que des pratiques de pénétration pénis-vagin, par exemple, ou pénis-anus. Euh, mais je connais pas la réponse pour savoir quel est le moins risqué entre cuni et fellation. Je sais que le risque n'est pas à zéro, hein, il y a quand même un risque, mais un peu plus faible que pour les pénétrations, comme je l'ai dit, mais sinon je peux pas vous en dire plus. Ok. Parce que très souvent, on me dit ah non mais ça va, on va pas mettre un préservatif pour faire une fellation et ou encore moins une digue dentaire pour faire un cuni. Tu sais, les gens sont en mode ah mais c'est bon, on va pas se protéger de tout. Qu'est-ce que tu répondrais à des gens qui ont cette philosophie-là? Alors, nous, au planning familial, on a une approche de réduction des risques, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est que les personnes aient toutes les informations pour faire des choix éclairés. Donc, si les personnes savent qu'il y a un risque quand même, que certes le risque est un peu plus faible, mais que ce risque existe, mais qu'elles veulent quand même le prendre, et ben nous, on va leur dire d'accord, mais voilà, tu prends le risque. On n'est pas dans une posture où on va juger ce que font les personnes. Par contre, on leur dit, mais si tu prends ce risque, fais attention quand même à te dépister, fais attention à prévenir peut-être tes partenaires, les partenaires suivants que tu auras, que tu as eu des rapports non protégés, pour voilà, être responsable de soi et des autres, ça c'est important. Mais voilà, on essaie de ne pas être dans une approche morale sur ces questions-là non plus, parce qu'effectivement, il y a des personnes pour qui c'est trop compliqué d'accéder à des préservatifs ou des digues dentaires. Même en France? Non, en France, les digues dentaires, c'est comme on discutait tout à l'heure avant le live, les digues dentaires sont compliquées à obtenir parce qu'il y en a, c'est moins disponible que les préservatifs, c'est plus cher. Donc souvent les personnes, ce qu'elles doivent faire, c'est qu'elles doivent découper un préservatif pour faire un carré de latex qui va agir en guise de digue dentaire. Mais c'est par exemple, je pense aux personnes précaires qui ont peut-être moins l'occasion des personnes précaires qui n'auraient pas les moyens d'acheter des préservatifs. Normalement, on peut avoir des préservatifs gratuits en pharmacie pour les jeunes, si je ne me trompe pas, parce que la loi elle change assez souvent là-dessus depuis quelques temps. Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, ouais. Mais voilà, peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'aller en pharmacie, peut-être que là où vous êtes assez isolé et il n'y a pas de pharmacie proche de chez vous. Donc ça peut être compliqué d'avoir accès parfois, pour certaines personnes, d'avoir accès à des moyens de se protéger. Et ces personnes-là, elles choisissent quand même d'avoir des relations sexuelles et c'est leur choix, c'est leur droit. C'est juste que par contre, là où on essaie d'agir, c'est que les personnes, elles prennent les risques en sachant les conséquences. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne peut pas avoir d'IST par défellation, par exemple, et qui vont du coup en faire sans se protéger. Et donc, en fait, elles ne sont pas au courant des conséquences de ce qu'elles font. Ok. Et donc, nous, on essaie de leur dire, voilà, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez de votre corps, etc. Mais sachez ce qui peut arriver si vous faites une fellation sans préservatif. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, on me dit, j'avais jamais entendu digue dentaire. Eh bien oui, figurez-vous, celles et ceux qui ne savent pas, une digue dentaire, ça permet donc de protéger un rapport au moment d'un cuni. Voilà. Et donc on me dit, où est-ce qu'on peut trouver des digues et surtout, est-ce que c'est vraiment pratique et utile pour éviter les problèmes en cas de cuni? On peut trouver des digues dentaires. Je crois que certains plannings peuvent en avoir, mais c'est vraiment pas garanti parce qu'il y a beaucoup de plannings qui justement se plaignent tout le temps de ne pas avoir de digues dentaires. Peut-être en pharmacie, mais là encore, c'est vraiment. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont en pharmacie qui demandent et que les pharmaciens leur disent ah non on n'en a pas, désolé et tout, et vraiment à part ces deux lieux je sais pas trop. Internet. Ouais, peut-être par internet, mais encore faites attention parce que sur internet si la provenance de ce que vous achetez c'est pas bien connu ou contrôlé, on sait pas, enfin il faut faire attention aussi C'est des choses qu'on pose sur des muqueuses, donc il faut faire ouais, attention. il faut faire attention à la matière dans laquelle c'est fait. Après, est-ce que c'est pratique? Des retours que j'en ai de l'expérience de terrain, etc., c'est que non, c'est pas extrêmement pratique. Parfois, ça glisse, parfois ça glisse, parfois ça diminue un peu le plaisir. Donc voilà, c'est aussi dans la question de l'approche de réduction des risques, c'est quand vous prenez un risque, vous pesez le pour et le contre. Le pour, parfois, de prendre ce risque, c'est d'avoir plus de plaisir, c'est que c'est moins chiant à utiliser, à faire, etc. Et donc,
C'est ça, vous pesez le pour et le contre. Si vous vous dites que le pour l'emporte sur le contre, vous ne vous protégez pas. Mais évidemment, en termes d'approche de santé publique, on va toujours vous conseiller de vous protéger. Mais voilà, encore une fois, vous êtes libre de vos choix. Merci. Est-ce que c'est une légende urbaine de limiter le risque d'attraper une IST ou sur des pratiques sexuelles qui durent genre moins de 5 minutes? Oui, c'est une légende urbaine. Peu importe le temps que ça dure, dès qu'il y a des muqueuses qui rentrent en contact du liquide, donc ça peut être sperme, liquide préséminal, cyprine. Le cyprine, c'est le terme qu'on cherche pour dire la mouille souvent. Dès qu'il y a des contacts, il peut y avoir une IST, même si c'est un contact bref. Mais alors attends. Si je ne m'abuse, ce qu'on a dans la bouche, c'est de la muqueuse. Donc ça veut dire que si je te roule une pelle, Justement, j'ai précisé, les liquides, c'est les trois que j'ai dit, liquide préséminal, sperme et cyprine. La salive n'est pas un liquide n'est pas un fluide qui transmet les IST. Par contre, au niveau de la bouche, ça je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est parce qu'au niveau de la bouche, les vaisseaux sanguins sont ils sont très fins, ils affleurent près de la peau. Donc c'est facile d'avoir des petites plaies dans la bouche ou que le vaisseau sanguin soit en contact avec du coup un liquide, un des fluides que j'ai cités, donc par exemple dans le cas d'une fellation ou d'un cuni. Et dans ce cas-là, par la bouche, ça peut arriver. Ou alors des fois, il y a aussi certains virus d'IST qui peuvent rester au niveau de la gorge. Je crois que c'est la gonorrhée, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas sûre. La gonorrhée, je crois qu'elle peut rester au niveau de la gorge. Je vais regarder mes petites fiches. Ok. Mais alors du coup, si je suis ce que tu me racontes, si j'ai un aft, que tu as un aft et qu'on se roule une pelle, non, parce que justement, il n'y a pas de fluide sexuel, entre guillemets, dans la d'accord, bouche. c'est pas par le sang, c'est via les fluides sexuels. Ouais, mais ça peut être entre un fluide sexuel et le sang, du coup. Et certains IST, notamment le VIH ou l'hépatite B, il me semble que ça peut être par le sang. Ok, donc pardon, je continue les cas d'école, la relou. Donc imaginons lors d'un rapport, il y a eu, je sais pas, on a mis des doigts à une meuf, et puis après, admettons, c'est deux nanas ensemble, elle a mis des doigts, et puis après elle se met des doigts sur elle-même. Il faut se laver les mains entre les deux. Ouais, il faut se laver les mains ou alors c'est possible d'utiliser des gants. Il y a des gants un peu comme les mêmes Comme les dentistes. Ouais, un peu ce même type de gants. C'est pas forcément le plus sexy, mais oui, il y a C'est en latex. Voilà, il y a ce type de gants qui peuvent exister. Ou voilà, effectivement, si une des personnes s'est doigtée et qu'après elle s'est doigtée et après elle met le gant pour doigter l'autre personne, là dans ce cas-là, il n'y a pas de contact entre ces fluides sexuels et les fluides de l'autre personne. Pareil avec un sextoy. Pareil avec un sextoy, c'est sur nos petites fiches que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. À chaque fois, on met que la transmission peut se faire contact entre fluides de muqueuse génitale et ou anal quand les mains ou les objets sexuels passent d'un sexe à l'autre. Voilà. Ok. C'est important de retenir ça. Ok, merci beaucoup. Alors attends, je regarde les autres questions parce que du coup je suis tellement concentrée sur ce que tu me dis que j'ai pas tu sais, je n'ai pas le cœur à lire les questions. Non. Alors, j'ai entendu, merci pour la réponse. Est-ce que vous vous déplacez dans des établissements scolaires pour expliquer les risques des IST, l'importance de se protéger? Il me semble que oui. Est-ce qu'on peut avoir des cystites ou autres si on se retient de jouir et si on ne va pas uriner après un rapport sexuel? Alors pour se retenir de jouir, je sais pas. Par contre, on conseille d'uriner après un rapport sexuel, effectivement. Scientifiquement, pourquoi on conseille ça, je pourrais pas vous donner beaucoup plus de détails, mais oui, c'est bien de le faire. Par rapport, tu sais pas pourquoi après un rapport sexuel il faut uriner? Ouais. Moi je sais. Ah bah, très bien. Ok, c'est mon tour d'étaler ma science. C'est parce que, d'après ce que j'ai compris, dis-moi si ça te paraît complètement débile, mais il me semble que c'est ça. C'est parce qu'en gros, pendant le rapport, finalement, il y a des bactéries qui peuvent rentrer dans l'urètre parce qu'à force de se frotter tout partout, et du coup, idéalement, tu t'endors pas comme ça. Voilà, si tu fais pipi, ça fait sortir et au moins, ça te paraît logique. Ça fait sens. Voilà, en tout cas, ça fait sens. On ne sait pas si c'est exactement ça, mais je pense qu'il y a de l'idée. On est dans l'à peu près sur cette réponse-là. C'est génial d'avoir autant d'informations, mais je suis bien d'accord. Pourquoi faut-il aller uriner après un rapport sexuel? On a la réponse. On pense qu'on a la réponse. Vous pouvez demander à Google. Comme je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, je te pose des questions. Ah oui, une question que je voulais absolument te poser, que je t'ai déjà posée tout à l'heure en off. La meuf se prend trop pour une journaliste. Attends, je la trouve. Donne-moi une seconde. Donc on m'avait demandé, peut-on venir au planning familial même si on est majeur? La réponse est oui.
Pourquoi je ne trouve... Ah oui, à Rennes, le planning familial était payant et j'avais 18 ans. Est-ce que c'est normal? Alors, j'ai pas toute l'histoire derrière cette question, mais a priori non, c'est pas normal parce que les plannings familiaux, alors, pour bien préciser, le planning familial c'est une association, c'est-à-dire que on a donc une confédération au niveau national à Paris et après on a plein d'associations départementales qui font partie de cette confédération. Et donc chaque association départementale du planning familial est une association. Donc on n'est pas un service public, on est financé par l'État via des subventions, mais on n'est pas un service de l'État. Voilà, c'est déjà important de préciser. Mais on est aussi une structure qui est... ça peut être complexe parfois parce qu'il y a des plannings familiaux dans certains départements qui sont seulement ce qu'on appelle EVARS. Donc ça veut dire, EVARS, c'est des établissements pour la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc en gros, c'est juste des endroits, c'est pas des endroits médicalisés, il n'y a pas de médecins qui sont présents sur ces plannings familiaux-là. Et par contre, c'est des plannings familiaux qui sont centres de santé sexuelle. Et là, pour le coup, c'est un planning familial où vous pouvez trouver des médecins, gynéco, sage-femme, ça dépend des plannings, mais voilà, il y aura du personnel médical qui pourra faire des consultations, vous faire des ordonnances, etc. Donc déjà, ça peut prêter à confusion parce que dans certains territoires, il y a des plannings familiaux qui du coup ne sont pas des centres de santé sexuelle et il faut aller dans un autre lieu qui s'appelle centre de santé sexuelle pour avoir toutes les informations, enfin pas les informations mais les consultations, etc. Donc voilà. Et il y a certaines structures qui n'ont rien à voir avec l'association du planning familial qui indiquent planning familial sur leur devanture ou sur leurs documents, etc. Ou alors pas planning familial mais centre de planification familiale, enfin il y a des synonymes un peu comme ça, mais c'est pas des associations de planning familial. Et donc ces structures-là, c'est possible qu'elles demandent des paiements pour une consultation ou pour obtenir une pilule ou voilà des choses comme ça, mais c'est pas des plannings familiaux. Si vous allez dans un planning familial de l'association, normalement c'est les consultations, enfin les rendez-vous, les consultations sont gratuites. Et pareil, la délivrance de préservatifs, de pilules d'urgence, etc., c'est gratuit. Voilà. Du coup, comment est-ce qu'on sait? Parce que du coup, moi j'imagine que cette jeune fille qui a posé la question, elle pensait être dans un centre de planning familial et en fait ça l'était pas. Déjà, est-ce que ça peut être assimilé à une escroquerie finalement s'il y a marqué planning familial alors que c'en est pas un? Et surtout, comment est-ce qu'on sait que il s'agit d'un centre? On dit un centre de planning familial, un planning familial. Comment on sait que c'est réellement un planning familial et pas un établissement qui se fait passer pour? Alors, c'est pas forcément des escroqueries dans le sens où ça peut être des centres de santé sexuelle qui font partie d'un hôpital public, par exemple. Et c'est juste que le nom du département, enfin de l'étage ou de la salle où vous vous rendez, il y aura marqué centre de planification familiale ou quelque chose comme ça parce que c'est l'endroit où on va vous accueillir pour tout ce qui va concerner les grossesses, la contraception, etc. Et donc c'est passé un peu dans le langage d'appeler ça un centre de planification familiale, même si c'est pas de l'association du planning familial. Et donc dans ce cas-là, comment savoir sur les plannings familiaux, on a notre logo. Je sais pas si on peut le montrer là. Bien sûr, on peut le montrer. Ou alors peut-être que je l'ai en plus gros. Tu l'as pas sur. Tu l'as ici? Je l'ai là. C'est une petite. C'est la petite spirale. Voilà. Donc ça c'est le logo du planning familial. Donc en général, il y a marqué planning familial, il y a ce logo. Après, la personne qui a posé la question, enfin je sais pas, parce que c'est vrai que parfois dans les plannings familiaux, on n'est jamais à l'abri de faire des erreurs et peut-être que les personnes qui l'ont reçu ont fait payer quelque chose alors que ils n'étaient pas censés le faire. Enfin, tant que j'ai pas les détails de cette. Parce que donc il peut arriver que même dans un vrai planning familial, on doive faire payer quelque chose. Normalement non. Normalement non, mais après comme je disais, c'est peut-être qu'il y a eu une erreur que une salariée de ce planning-là l'a fait alors qu'elle n'était pas censée le faire. Ça, je ne peux pas répondre à la question si on manque de détails. Parce que j'ai pas la situation. Et moi, je pense que ce qui est le plus probable, c'est que la personne pensait, ou en tout cas dit que c'était un planning familial, alors que c'était une structure similaire, mais qui n'était pas de l'association. Elle a peut-être été mal orientée. Mais en tout cas, ça, on sait que c'est un problème dans beaucoup de territoires où il y a un peu une confusion entre les différentes structures qui existent.
Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans notre principe de fonctionnement, c'est gratuit quand vous venez au planning familial. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, question très intéressante. Pour une mineure qui veut avorter sans prévenir ses parents, est-ce que le planning familial prend tout en charge? Comment ça se passe d'ailleurs? Alors, comment ça se passe? Normalement, pour un avortement, lorsque une personne est mineure, il faut être accompagné d'une personne majeure, mais c'est pas obligé d'être une personne de la famille. Donc là, pour le coup, le planning familial met en place des accompagnements. Donc les salariés ou les bénévoles des plannings familiaux peuvent accompagner une mineure pour aller avorter. D'accord. Donc tu n'es même pas obligé de prendre la peine de ramener quelqu'un, il y en a déjà sur place. Si ça dépend de ce que la personne choisit. Si elle veut venir avec une amie, avec une personne de confiance qui n'est pas ses parents, elle peut tout à fait le faire. Mais si elle a personne du tout qui peut l'accompagner, elle pourra être accompagnée par une personne majeure qui travaille au planning ou qui est bénévole au planning. Super. Ensuite, pour ce qui est de la prise en charge, oui, c'est pris, enfin c'est pas pris en charge par le planning, c'est la Sécu qui peut prendre les choses en charge. Et effectivement, quand vous êtes mineur, vous n'êtes pas obligé de donner votre carte vitale. C'est pris en charge sans que ce soit. C'est pris en charge anonymement quand vous le demandez, oui. Ok, donc comment ça se passe du coup je me rends compte que je suis enceinte et je me dis mon Dieu, je n'en veux pas. C'est quoi les étapes? Pardon, je dis, imaginons une jeune fille se rend compte qu'elle est enceinte, bon, bah, elle en parle avec son mec, etc. Bref, ils veulent pas le garder. Comment ça se passe à partir de là, sachant que éventuellement ils sont mineurs, même si j'imagine que la procédure quand on est majeur doit être à peu près parallèle. Bah, du coup, quand vous êtes mineur, là pour le coup, j'ai pas de connaissances extrêmement précises parce que je sais que les choses ont pu évoluer récemment en termes d'accès à l'IVG, comme il y a eu une loi qui a allongé les délais et qui a permis par exemple, aux sages-femmes de faire les IVG qu'on appelle les IVG instrumentales, alors qu'elles ne pouvaient pas le faire avant, etc. Enfin, en termes de prise en charge et de qui peut faire quoi, ça a un peu évolué récemment et du coup, je n'ai pas les connaissances précises. Et ça a évolué dans le bon sens? Ça évolue dans le bon sens, lentement mais dans le bon sens. C'est déjà ça. Voilà. Parce qu'on travaille beaucoup, on fait beaucoup de plaidoyer pour que ça avance. Et donc, oui, si quand vous êtes dans cette situation-là, que vous êtes mineur, bah, vous pouvez appeler le planning familial, vous pouvez appeler le numéro vert aussi du planning familial. Et pour le coup, là, il faudrait le chercher pour le donner. Est-ce que quelqu'un peut chercher le numéro vert du planning familial et le mettre dans le chat, s'il vous plaît? Vous serez des amours. Merci. Oui, c'est IVG, sexualité, contraception, ça s'appelle, je crois. Il y a aussi un site internet. Et donc, vous pouvez appeler ce numéro pour avoir des informations. Vous pouvez vous rendre dans un planning familial ou appeler avant pour prendre rendez-vous. Et là, les personnes vous prennent en charge et vous dire la procédure qu'il faut suivre. J'espère que ça n'a pas changé, que je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que pour les mineurs, il y a un entretien à faire avec une CCF avant. Une CCF, c'est une conseillère conjugale et familiale. Okay. Enfin, en tout cas, on appelle ça un entretien psychosocial, je crois. Où voilà, la personne avec qui vous faites l'entretien s'assure que vous avez bien toutes les informations, voilà, que votre choix est fait, que votre choix a été fait sans pression. Voilà, elle s'assure que tout va bien, que vous êtes OK avec votre décision. Et une fois que cet entretien-là est fait, vous pouvez avoir cet avortement. T'es guidé. J'imagine que tu es guidé aussi par la personne qui te dit ce qu'il faut faire, dans quel ordre. On a les infos sont bien dites et bien claires. Ok, super. Super, merci beaucoup. Alors, on me donne le numéro, je vois qu'il est répété 3 fois, donc je pense que c'est le bon, ça t'a l'air d'être ça ou pas? 0800 08 11 11, c'est donc le numéro vert du planning familial. Et donc, on peut appeler ce numéro vert, par exemple, si on ne sait pas quoi faire, si on a des questions, c'est ça? Super, super. IVG chirurgicale, c'est jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Ok, l'information est validée. Et c'est ça, c'est depuis peu, je me souviens plus de la date, je crois que c'est 2022 que ça a été voté. Ouais. C'est 14 semaines donc, de grossesse, 16 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 16 semaines depuis la fin des dernières règles. Voilà, parce que souvent, 14 semaines de grossesse égale 16 semaines d'aménorrhée. Ouais, c'est ça. Donc, parce que des fois, on peut avoir les deux, mais du coup, le délai légal pour avorter en France, c'est 14 semaines. Et c'était 12 avant. Donc, ça a essayé d'augmenter de semaines. Celles et ceux qui ont des questions, vous n'hésitez pas à les poser parce que c'est la dernière qui n'est pas redondante avec celle qu'on vient de traiter que j'ai. On me demande, est-ce que ça arrive souvent les dénis de grossesse? Ça me fait peur de ne pas savoir. Alors, j'ai pas de chiffres, mais ça n'arrive pas très souvent. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les 4 matins au planning. Qu'est-ce qui peut faire d'ailleurs? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui peut faire qu'on fait un déni de grossesse? Non, je sais pas du tout. Je suis pas du tout les dénis de grossesse. Je sais que c'est quelque chose
qui fait peur aux gens et qui arrive. Et c'est vrai que c'est très impressionnant et voilà, ça fait peur. Mais pour le coup, j'ai pas d'infos là-dessus spécifiquement médicales ou quoi, donc je peux pas vous répondre de oui. D'accord. Mais spontanément, comme ça, tu pourrais dire que ça arrive souvent ou pas? Non, je dirais que ça n'arrive pas souvent. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors du coup, ce sera pas anonyme, mais là j'ai le sentiment d'avoir passé en revue toutes les questions que j'avais sur Insta. Alors attendez, je ferme l'appli et je la rouvre pour voir. Cela dit, ça fait 45 minutes qu'on est sur le live, hein, donc potentiellement on a passé en revue tous les sujets que vous vouliez passer, mais je regarde si j'ai des nouvelles questions. Donc, je n'ai pas de nouvelles questions depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, il y a un sujet qui te paraît important de mettre en lumière vu que tu es là? Moi, le sujet qui me paraît important de mettre en lumière, c'est la question de l'éducation à la sexualité, parce que c'est vraiment quelque chose. Souvent, les gens sont pas trop au courant, mais il y a une loi qui existe depuis 2001 qui fait que dans le code de l'éducation, normalement, il y a 3 séances par an et par niveau qui sont prévues. Sont tellement pas respectés. Mais qui ne sont pas du tout respectées. C'est-à-dire que normalement, si pour les personnes qui sont à l'école jusqu'en 3e, ça devrait faire 27 séances en tout. Et pour les personnes qui vont jusqu'au bac, ça serait 36 séances. Mais ce serait animé par qui? Et normalement, ça peut être plusieurs solutions. Nous, on pousse pour que ce soit les associations comme le planning familial qui puissent avoir les moyens de faire ces interventions-là, parce qu'on a un savoir-faire. On est une association, ça fait presque 60 ans non, ça fait plus de 60 ans qu'on existe. On a une grosse expérience de terrain. On est aussi une association d'éducation populaire, donc on a aussi des méthodes qui sont différentes de celles que peuvent avoir les enseignants-enseignantes. Donc voilà, ça peut être intéressant que les enseignants et enseignantes soient formés pour qu'ils puissent assurer quelques-unes des séances, mais on ne veut pas aller vers un modèle où ce soit que à la charge d'enseignants qui sont déjà surchargés et qui ont déjà des conditions de travail compliquées. Et qui peut-être sont pas très à l'aise en fait avec leurs élèves. Exactement, ça peut aussi être très positif que ce soit des intervenants extérieurs qui viennent pour parler à une classe. Ça peut créer aussi un cadre plus de confiance que quand c'est un prof que les élèves voient tous les jours. Donc voilà, nous on veut vraiment que les associations aient des moyens pour faire ces interventions-là. Et ça me paraît important d'en parler parce que si la loi était réellement appliquée, ça permettrait de faire des séances d'éducation à la sexualité pour chaque âge de façon adaptée. C'est-à-dire que par exemple en primaire, on commencerait à parler des émotions, de comment on communique sur ces émotions pour avoir des relations avec les autres. Et ça, c'est déjà la première base pour aider à comprendre ce que c'est le consentement, par exemple. Ensuite, quand on arrive vers le collège, c'est là qu'on commence à se poser vraiment des questions à proprement parler sur la puberté, sur le corps, sur la sexualité. Voilà, l'orientation sexuelle, tout à fait. Et ensuite, quand on arrive au lycée, là, on commence à être vraiment sur les premières relations amoureuses un peu de longue durée, les premières relations sexuelles. Donc, c'est important qu'on puisse répondre aux questions des élèves parce que on a souvent il y a beaucoup d'attaques actuellement contre le planning sur la question de l'éducation à la sexualité. On va dire oui, vous venez endoctriner nos enfants dans les écoles et tout ça, alors que vraiment pas en fait. On vient parce qu'il y a un besoin. Les élèves sont demandeurs d'informations et donc c'est très important qu'on puisse être là pour donner des informations sur les IST, sur les grossesses. Et ça permettrait de réduire le nombre de grossesses non désirées, diminuer la transmission des IST, diminuer les violences sexuelles, lutter contre l'homophobie. C'est vraiment quelque chose de très complet, l'éducation à la sexualité, qui serait extrêmement utile. Et voilà, on a beaucoup notamment du côté de la droite conservatrice et l'extrême droite, de personnes qui sont contre cette éducation à la sexualité. Et donc, c'est important qu'on puisse faire passer notre message. Voilà. Ne votez pas Le Pen. On parle aussi d'ailleurs de droite, extrême droite qui ont tendance à être un peu contre l'avortement, disons-le. Donc forcément, c'est pas nos copains. Quand on a un rapport à risque, quand est-ce qu'on doit faire le test? C'est pas immédiat, donc combien de temps du coup? Alors il me semble que le VIH c'est un peu plus longtemps après que pour les autres IST. Pour le VIH, il me semble que c'est à partir de 6 semaines après le rapport à risque que ça peut être détecté. Pour la plupart des autres IST, je dirais que c'est 2 ou 3 semaines, mais là encore, prenez ça avec des pincettes parce que je ne suis pas sûre à 100%. Est-ce que le planning s'occupe de tous les moyens de contraception ou juste préservatifs et pilules? Typiquement, est-ce que le planning peut s'occuper de l'implant ou du stérilet ou des choses comme ça? Ça dépend, là encore, ça dépend des plannings. On peut vous donner des informations sur tous les moyens de contraception, ça en termes de comment
comment vous répondre à vos questions, vous orienter. Tous les plannings pourront le faire, mais après, tous les plannings n'ont pas forcément tous les moyens de contraception à disposition. Dans les plannings où il y a des médecins, les médecins sont capables de faire des pauses de stérilet, faire des pauses d'implants, etc. Mais selon la taille de l'équipe, selon les moyens que va avoir ce planning, c'est pas forcément tous les moyens ne seront pas forcément disponibles et peut-être qu'il faudra vous orienter vers des médecins, des sages-femmes ou voilà d'autres professionnels de santé. Voilà, il faut vraiment se renseigner sur votre planning local pour avoir cette information précise. Mais au niveau de l'information sur les moyens de contraception, tous les plannings pourront vous en donner. Ok, merci. Ma copine aimerait arrêter le préservatif, mais elle ne souhaite pas reprendre la pilule. Comment faire? Et si jamais, est-ce que tu peux parler du coup au passage de l'anneau contraceptif masculin? Ça peut être du coup une question compliquée. Je pense que c'est important du coup que tu ouvres le dialogue avec ta copine sur pourquoi elle veut pas prendre la pilule. Est-ce que c'est pas pour des raisons de santé ou ça convient pas à son corps, elle veut pas avoir elle veut pas prendre d'hormones, enfin ça peut être pour plein de raisons et dans ce cas-là ça peut être bien de discuter du fait qu'il y a d'autres moyens de contraception qui existent. Si c'est vraiment une question de elle veut vraiment aucune contraception, on a d'autres moyens qui s'appellent les méthodes naturelles. Donc ça va être par exemple le retrait. Ça fait partie des moyens de contraception globaux, mais on souligne bien à chaque fois que l'efficacité est plus faible sur des moyens qu'on appelle naturels. Parce que moi, je répète à tort et à travers que le retrait n'est absolument pas un moyen de contraception, déjà pour avoir de nombreuses amies qui sont devenues mamans par rapport à ça, et en plus parce que dans le liquide séminal, il y a des préservatifs qui passent. Oui, c'est tout à fait. Il peut y avoir des spermatozoïdes dans le liquide préséminal. On le dit quand même parce qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment, elles vont pas vouloir prendre de moyens de contraception de type stérilet en cuivre, des hormones, etc. Donc c'est quand même important qu'on leur dise que pour réduire un tout petit peu le risque, il y a des possibilités. Donc, ça va être le retrait. Ça va aussi être le fait de, si vous êtes capable de bien connaître votre corps et que vous savez quand est votre période d'ovulation, vous n'avez pas de rapport sexuel pendant cette période-là. Mais évidemment, c'est des moyens qui sont beaucoup moins efficaces. On appelle réellement ça moyen de contraception, sachant que beaucoup ont des petites surprises à la fin. Alors, moyen de contraception, on peut peut-être dire plutôt méthode ou de contraception, parce que c'est pas, il n'y a pas de moyen, mais on peut peut-être dire méthode. Voilà. Le terme méthode est peut-être plus accepté de ce point de vue-là. Mais par exemple, si vous allez sur un certain nombre de sites, je pense notamment, je me souviens plus exactement si c'est sur ce site-là que je l'avais vu ou pas, mais il y a un site qui est tenu par la région par le planning familial au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Ton plan à toi, où il y a plein d'informations dessus. Et il y a quand même les méthodes naturelles, dites naturelles de contraception qui sont citées. Parce que de fait, ça réduit un petit peu. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas du tout. Vous pouvez tout à fait tomber enceinte avec ces méthodes-là. Mais de la même manière que la pilule ou des moyens plus répandus sont pas 100% efficaces non plus. Absolument. Même si statistiquement parlant, elles sont quand même beaucoup plus efficaces. Et Bien d'ailleurs, l'anneau contraceptif qui est à la charge des hommes est une des méthodes les plus efficaces de contraception. Peux-tu nous en parler? Alors, tu veux dire l'Andro Switch, c'est ça? Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est un moyen qui n'est pas commercialisé en France, mais c'est possible. Non, c'est pas. Ça a été. Je sais plus quelle instance a interdit sa commercialisation, mais c'est pas. Ouais. Je pourrais pas dire. Je crois que c'est parce qu'il y a peut-être pas encore assez d'études suffisamment qui correspondent suffisamment aux standards acceptés pour que ce soit commercialisé, mais. Ouais. Donc en gros, c'est un moyen de contraception où c'est un anneau qui va permettre de faire remonter les testicules vers l'intérieur du corps et qui du coup va les faire chauffer parce qu'en fait les testicules à l'extérieur du corps elles sont plutôt aux alentours de 35 degrés alors que le corps est à 37 degrés environ. Et donc cette augmentation légère de température va faire que les spermatozoïdes ne peuvent plus être fabriqués au niveau des testicules. Et donc, lorsque il y a une éjaculation avec le liquide séminal, il n'y a plus de spermatozoïdes dedans. Donc normalement, il faut le porter un certain temps pour que la production des spermatozoïdes s'arrête. Je sais plus combien de temps, mais ouais, ça doit être quelque chose comme quelques mois, 3 mois, ça doit être ça. Ou après, vous faites ce qu'on appelle un spermogramme.
pour vérifier qu'il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. Et une fois que c'est bon, qu'il n'y a plus de spermatozoïdes, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec uniquement ce moyen-là de contraception. Et normalement, le risque d'avoir une grossesse est très faible. Et voilà, et après, dès que vous voulez de nouveau avoir des spermatozoïdes qui sont en production, vous arrêtez de porter cet anneau et voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc voilà, ça c'est des solutions possibles pour que dans un couple hétérosexuel, la fille ne porte pas n'ait pas de contraception et que le préservatif soit pas utilisé. Mais sinon, dans la situation qui était donnée, voilà, le plus important c'est d'ouvrir le dialogue avec la personne pour comprendre pourquoi elle veut pas de contraception, pourquoi elle veut plus de préservatif, et être sûr qu'elle soit bien au courant, parce qu'effectivement, si la seule méthode que vous utilisez pour essayer de ne pas tomber enceinte, c'est le retrait ou c'est la méthode en fonction de l'ovulation, il y a des risques. Et voilà, il faut le savoir et il faut faire le choix en conséquence de ce que vous savez. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me promet de me spamer. Alors, tu peux dire combien de temps je vais faire une prise de sang TT Gescol, je veux bien répondre à ta question, mais ça ne veut rien dire. Le géniteur, quel doit-il, dans quel contexte? C'est pas moi autant que tu veux la question. Si ta question ne veut rien dire, je ne peux pas te répondre. Donc en attendant, on va répondre à la question de Kinder, qui me demande à partir de combien de temps on peut faire une prise de sang et être sûr de ne pas être enceinte. Alors normalement, on conseille de faire le test de grossesse une fois après le rapport à risque, c'est-à-dire le rapport où potentiellement il y aurait pu avoir une fécondation. On conseille de le faire 3 semaines après pour être sûr que voilà, ce soit détectable sur le test de grossesse. Et si vous avez un test de grossesse positif, vous pouvez faire une prise de sang pour confirmer. Mais bon, a priori, si c'est positif, il n'y a pas de faux positif en général, si je ne me trompe pas. Alors, en général, il n'y a pas de faux positifs dans les... Apparemment, il peut y en avoir. Bon, c'est très rare. Par contre, des faux négatifs, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, si le test de grossesse est négatif, mais que, par exemple, vous n'avez toujours pas vos règles ou que vous n'êtes pas tranquille, vous êtes sûr qu'il y a un risque et que vous voulez être sûr et certaine de ne pas être enceinte, vous pouvez faire la prise de sang, je pense, 3 semaines après dans ces eaux-là. Mais là encore, en termes de... Et pareil, quelle est la procédure du coup si tu veux faire une prise de sang parce que tu te dis putain ça se trouve les tests de grossesse ils sont pas sûrs, etc. Ouais. Comment tu fais pour en arriver à faire une prise de sang pour savoir si tu es enceinte ou pas? Là pour le coup je sais pas exactement quelle est la procédure recommandée ou la plus fréquente. Si vous allez chez le médecin, il peut vous faire une ordonnance si vous pouvez aller en laboratoire. Peut-être que si vous allez en planning, dans les plannings familiaux, vous pouvez peut-être aussi avoir une ordonnance si c'est des plannings avec des médecins. Et vous pouvez avoir une prise de sang. Voilà, mais je ne sais pas quelle est la procédure vraiment recommandée pour savoir où aller en premier, ça je ne peux pas dire. Okay, dans tous les cas, tu nous as donné des idées de comment procéder et c'est seul le résultat compte, c'est de pouvoir faire cette fameuse prise de sang, même si en principe, si tu n'es pas trop sûr, tu fais un test de grossesse, 2 tests de grossesse, 3 tests de grossesse. Si les 3 ils sont positifs, en principe tu es enceinte. Hein. Si les 3 ils sont négatifs, en principe tu l'es pas. On est d'accord. Parce que c'est quand même fiable à 99 et quelques pourcents. Hein, donc pour qu'il y en ait 3 qui bug, franchement... Oh. Écoutez, on me demande du coup actuellement en France on a des contraceptions masculines qui existent ou toujours pas, à part le préservatif masculin du coup parce que c'est quand même la contraception la plus utilisée il me semble. Oui, tout à fait. Oui, alors du coup il y a le préservatif qui est très très répandu, très utilisé et accessible. Après sur l'anneau contraceptif par exemple ou appelé AndroSwitch également, il y a des associations et il y a même au sein du planning familial des groupes militants qui essayent de diffuser ça, qui fabriquent notamment ce qu'on appelle parfois des slips chauffants, donc c'est un slip avec l'anneau, etc. Donc des associations, etc. qui vont développer eux-mêmes un peu avec les moyens du bord, les moyens de contraception et essayer de les diffuser l'information, etc. Je pense que sur internet ça doit être possible d'en acheter, mais là encore j'ai pas trop les infos précises sur ça. D'autant plus que de toute façon, si la commercialisation n'est pas légale en France, finalement, ça veut dire qu'on se pose encore des questions sur les effets que ça peut avoir sur les hommes. Bah, là, pour le coup, je n'ai pas de détails sur pourquoi c'est pas commercialisé, mais ouais, à moins que ça ait changé depuis, mais je me souviens avoir vu cette info comme quoi l'AndroSwitch n'était pas... C'était il y a longtemps ou pas? Non, c'était cette année ou peu de temps, ou l'année dernière, je sais plus, mais c'était il n'y a pas longtemps. Ok. Alors, bon, du coup, info à vérifier pour l'AndroSwitch. Ok, ça marche.
Ah oui, alors, Tété Skoll nous pose la question, si un mec met enceinte une jeune femme, quel droit a-t-il sur l'enfant? Parce qu'il nous explique que donc lui, il aurait dû être père, mais elle a avorté sans son accord. Donc quels sont les droits d'un géniteur face à une jeune femme qui veut avorter? Alors, du coup, je comprends que ce soit une situation difficile et que ça remue des émotions compliquées. Mais il se trouve qu'en France, c'est heureux, on a de la chance que ce soit comme ça. C'est la femme qui choisit, qui décide de ce qui va arriver à son corps. Donc voilà, la grossesse, c'est quelque chose ça a un impact fort sur le corps. Les émotions, etc. des femmes. Et donc, si elles ne veulent pas être enceintes, c'est leur droit, c'est leur choix. Et le père, malheureusement, non, voilà, le père n'a pas son mot à dire là-dessus. Mais je sais que ça peut être une situation compliquée, effectivement, dans un couple. Et dans ce cas, c'est vrai que au planning familial, vous pouvez avoir des consultations sur ça spécifiquement. Vous pouvez demander à être reçu en tant que couple pour pouvoir discuter, essayer d'arriver à un point où le papa peut comprendre la décision et peut être OK avec cette décision. Mais en tout cas, la décision, c'est bien celle de la femme. Et c'est très, très important que ça reste comme ça parce que c'est le corps de la femme, donc c'est son choix. Exactement. Mon corps, mon choix, qu'on soit un homme ou une femme. On n'entend pas très bien avec le micro, pardon. On va essayer de parler un peu plus près. Ok, on a l'info pour l'Androswitch. Ils ont peur de l'effet à long terme pour l'anneau, donc ils veulent pas. C'est marrant, on s'est pas posé la question pour la pilule. Effectivement, le fait que nous on ait des cancers du sein, tout ça, bon, c'est pas grave, on est que des meufs, vous inquiétez pas. Les slips ne fonctionnent correctement que s'ils sont ajustés. Oui, effectivement. Totalement, c'est à deux vitesses. Ok, je regarde si on n'a pas d'autres questions. Si, non. Bon, je regarde sur internet si on n'a pas d'autres questions, mais mes enfants, si vous n'avez pas de nouvelles questions, je pense que nous allons arrêter ce live. Attends, je regarde, mais non. Ça on a répondu, ça on a répondu. Je regarde s'il y a d'autres questions. Si on a fait un test contre les IST il y a un moment et qu'on n'a pas eu de rapport à risque depuis, est-ce qu'on doit refaire un test? Non, a priori, c'est ça, vous ajustez votre pratique de dépistage, vous l'ajustez en fonction de vos pratiques sexuelles, de si vous avez des pratiques à risque ou pas. En termes de nombre de fois par an qui sont recommandés, je ne pourrais pas vous donner une info sûre à 100%, je suis désolée, il y a plein de trucs où il faudrait que je revérifie, mais je pense tous les 6 mois, c'est pas mal si vous avez pas de pratiques à risque trop fréquentes. Ça peut être pas mal. Après, on recommande quand c'est beaucoup plus de pratiques à risque, des rapports non protégés, ou alors si vous changez de partenaire très souvent, ça peut être bien de le faire tous les 3 mois. Ou, ouais, je pense que c'est. Je crois me souvenir que c'est ça qu'on m'avait dit, mais je suis pas sûre. Ok, ça marche. Écoute, je ne vois pas d'autres personnes forcent l'homme à reconnaître l'enfant si vraiment il n'en veut pas. D'accord, ils partent dans leur débat entre eux. Première fois que je réussis à avoir un live par un rediff. Et ben bienvenue Kenza la zone. Écoute, je crois qu'on n'a pas d'autres questions, donc merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Trop cool de t'avoir eu. Et ce live sera évidemment en rediffusion sur la chaîne YouTube du coup Utile Futile. Il reste en rediffusion une dizaine de jours sur Twitch. Et je te laisse le mot de la fin, ma chère Marie. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que vous avez eu des infos, des réponses à vos questions. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop dit de bêtises. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à toquer à la porte du planning familial près de chez vous si vous avez la moindre question sur la santé sexuelle, vos relations affectives, etc. On est là pour ça. Et moi, tout ce que je peux te dire, c'est répéter les slogans féministes. Voilà, mon corps, mon choix, comme tu disais, ça c'est très important. Et puis, ce qui vaut aussi pour les hommes d'ailleurs. Ce qui vaut aussi pour les hommes. Et donc, c'est très, très important à chaque fois. Le consentement, en fait, c'est la question qui est centrale partout. C'est-à-dire que pour le consentement, il faut qu'il soit éclairé. Et pour que le consentement soit éclairé, il faut être informé. Donc, voilà. Merci infiniment Marie. Moi de mon côté j'arrête ce stream parce que comme ça on aura juste la capsule avec Marie qui je pense est hyper importante de la retrouver dans son essence, n'est-ce pas? Je vous retrouve je pense dans une petite demi-heure pour nous qu'on papote de nos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité pour faire monter cette cagnotte qui a augmenté de 1 euro. J'ai pas vu qui a offert 1 euro mais en tout cas merci beaucoup et je vous dis à tout à l'heure pour la suite du live. Ciao ciao. Dans une demi-heure, hein. On se dit 16h30. Ciao.